Mais là, ce qui est très inquiétant, c'est vraiment, on est dépositaire de l'autorité publique. Hein. Nous sommes des personnes dépositaires de l'autorité publique et nous sommes les cibles premières de ces individus. Alors certes, il y a des dégradations au mobilier urbain, à la propriété privée de ces commerçants, mais maintenant, ce sont mes collègues qui sont, alors on compte plus nos blessés à chaque mouvement, sans parler de Sainte-Soline où les gendarmes ont pris cher là aussi. On va en parler tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une manif, les policiers se disent, mon Dieu, lequel d'entre nous va rentrer cabossé, c'est ça? C'est pas la peur au ventre, mais et puis je pense aux conjoints et conjointes qui disent le matin, ah, t'es engagé sur quoi, ou dans la journée, les coups de fil, les SMS, je suis engagé sur le maintien de l'ordre, je suis à tel endroit, là, les craintes sont réelles. Est-ce qu'il va rentrer entier? Va-t-il être mutilé? Va-t-il être blessé gravement? C'est le quotidien de mes collègues. À chaque fois qu'il y a ces manifestations. Karim Zeribi. Avec des amplitudes horaires qui sont quand même folles. Oui. Donc, 24 heures. 24 heures, oui. Ah oui, il y a eu deux compagnies de CRS qui ont eu 24 heures d'amplitude horaire. Est-ce qu'on peut être un bon policier après 24 heures de faction? Je vous pose la question, M. Bastière. Comme vous dites, 24 heures sans dormir. De faction et surtout d'engagement à haute intensité, comme on l'a vu. Donc, des pertes de lucidité, de discernement. Je ne vais pas défendre l'indéfendable, je ne viens pas là pour ça. Mais vous m'avez bien tendu la perche de dire, au bout de 24 heures, est-ce qu'on est totalement opérationnel? La réponse est bien entendu non. Mais moi, je pense que les fonctionnaires de police, après ce type d'amplitude, sont en danger, se mettent en danger, on les met en danger, et peut-être potentiellement qu'effectivement, face aux manifestants, on met en danger tout le monde, parce que c'est compliqué. Je veux dire, ce ne sont pas des surhommes. Je veux dire, ce sont des hommes qui ont besoin de repos, qui ont besoin de temps de pause, qui ont besoin de se nourrir, qui ont besoin de sortir de cette pression qui est un peu folle. On est dans un contexte de guérilla, on l'a vu dans de bon nombre de cas. Mais vous imaginez la pression mentale, 24 heures. Et en plus, quand ils chargent, je veux dire, mais ils chargent pour aller chercher du voyou, ils chargent pas pour aller chercher du manifestant sympathique. Et vous croyez qu'ils n'ont pas peur pour eux, pour leur vie, ils pensent à leur famille, ce sont des citoyens comme nous, les fonctionnaires de police. On oublie, c'est pas parce qu'ils ont un uniforme que ce sont des gens insensibles et sans émotion. Donc moi, je pense que on les met en danger, on les expose, et quelque part, oui, il peut y avoir des bavures, il peut y avoir des dérapages. Ils sont peut-être involontaires, inconscients, et ils découlent aussi de cette réalité psychique. Je veux dire qu'il ne faut pas qu'on le nie non plus. Par rapport à l'exaspération des commerçants, moi je me demande si ça va se retourner contre Emmanuel Macron ou contre le mouvement social. Parce qu'on peut se poser la question. Est-ce que ces commerçants vont se dire le président, il faut qu'il lâche un peu, il faut que ça s'arrête? Ou est-ce qu'ils vont dire il faut que les manifestations s'arrêtent, même si on soutient le mouvement, donc on n'en peut plus? Ils restent très solidaires du mouvement malgré les débordements. Je pense qu'on les sent un peu partagés. Oui, on est à un moment de bascule, Jean-Sébastien Ferjou. Oui, parce que je crois qu'il y a quelque chose de très différent avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'étaient pas canalisés par aucune force, aucun mouvement politique ni syndicat n'avait réussi à les récupérer ni à traduire finalement leur cause de manière un peu plus institutionnelle. Là, il y a les syndicats. C'est une grande différence et je pense que le gouvernement sous-estime totalement cet élément-là, comme il sous-estime l'angle mort. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Karim Zeribi. Mais... Je ne dis pas que des choses absurdes, tu me rassures. Allez-y, Jean-Sébastien. Ne vous laissez pas perturber. Je te dirai en sortant quel pourcentage. Mais sur la situation sécuritaire dans le pays, c'est-à-dire que pendant que les policiers sont occupés à ça, ils ne sont pas occupés au reste. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est que les CRS qui viennent parfois sont les CRS de Calais. C'est-à-dire que si là, vous voulez passer à Vintimille, vous voulez passer à Hendaye pour des migrants, mais c'est open bar à l'heure actuelle. La situation d'insécurité générale dans le pays, puisque les compagnies qui sont engagées sur des mouvements de maintien de l'ordre, qui d'ailleurs ne sont plus formées, tout ce qui fait le fonctionnement normal du quotidien de la police et de la gendarmerie n'est plus assuré, mais ça va finir par avoir un impact sur la situation du pays. Et donc cette espèce de guerre des nerfs qui s'est engagé entre les syndicats et le gouvernement en disant on essaye de tenir jusqu'à l'avis du Conseil constitutionnel, le gouvernement en se disant peut-être que d'ici là ça sera avec des syndicats qui eux-mêmes doutent un petit peu. Vous avez vu que là il y a 10 jours avant la prochaine journée et que les éboueurs ont annoncé. Le travail. Donc il y a des éléments un peu dans les deux sens, mais je pense que le gouvernement quand même
joue un jeu très dangereux parce qu'il sous-estime ce dont on vient de parler sur l'insécurité et l'état d'exaspération qui prend une tournure quasi révolutionnaire partout dans l'opinion. Enfin, ça paraît très risqué de jouer avec le Conseil constitutionnel, d'autant plus que... De jouer avec le temps. De jouer avec le temps et cette décision du Conseil constitutionnel qui interviendra le 14 avril prochain. Quelle sera la réaction de la population et notamment des opposants à la réforme des retraites si une partie du texte est censurée, même si c'est une infime partie du texte qui est censurée dans une dizaine de jours par le Conseil constitutionnel? Imaginez la réaction de la population face à cela. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel juge qu'une partie du texte n'est pas constitutionnelle. Et le gouvernement prend un risque énorme, puisque en effet, il y a une partie du texte qui est sujet ce soit une porte de sortie, débat, bien évidemment, qui est notamment l'index senior, qui pourrait être retoqué par les sages du Conseil constitutionnel. Moi, je crains que justement cela ne vienne alimenter de nouveau un mouvement dans la rue. Pas faux. Geoffroy Lejeune, vous êtes d'accord avec ça? C'est un jeu dangereux auquel joue le gouvernement? Oui, je suis pas sûr qu'ils aient réellement une stratégie en réalité. À part cette stratégie dont on parlait tout à l'heure, d'agiter un peu la peur de l'insécurité, à part ça, je vois vraiment pas de cohérence. Et d'incarner le parti de l'ordre. Voilà, exactement. Mais ça, on sait très bien, ça rassure. En fait, la stratégie, ce serait d'incarner le parti de l'ordre parce que ça rassurerait le segment de l'électorat. Je dis bien segment parce que c'est une minorité quand même. On parle de 20-25% des gens qui sont à la fois les électeurs d'Emmanuel Macron, en fait, les seniors, les électeurs d'Emmanuel Macron et les gens qui sont pour la réforme des retraites. C'est donc le moyen de tenir politiquement. Mais en réalité, ça c'est très risqué. On n'est pas dans le même état non plus qu'en 2019. Le pays n'est pas dans le même état. Il y a des tensions partout. Et puis juste sur les forces de l'ordre, en fait, je suis heureux. Enfin, heureusement qu'on rappelle aussi quel est leur quotidien, le fait qu'ils n'aient pas de jour de repos. Ils ont failli être mobilisés pour l'avenue de Charles III, qui a probablement été annulé un peu pour ça aussi. Aussi, parce que je crois que les policiers étaient épuisés. Policiers et gendarmes étaient épuisés. Et comment on incarne le parti de l'ordre quand on laisse des pans entiers de la société sans les forces de l'ordre? Je pense à ces quartiers sensibles dont on parle souvent. Mais en fait, les compagnies républicaines de sécurité sont souvent utilisées en tant que maintien de l'ordre dans les cités, en sécurité publique. Alors, Geoffroy Lejeune est terminé, puis je vous passe la parole, monsieur Bastien. C'est un cynisme atroce, mais c'est incarner le parti de l'ordre aux yeux des gens qui vivent dans les beaux quartiers. Donc en fait, c'est pour ça que les policiers sont dans Paris en ce moment. C'est ça qui est dramatique. Monsieur Bastien, est-ce que le maintien de l'ordre dans d'autres quartiers, comme le dit Karim, est abandonné ou pas? C'est open bar pour les voyous? Allez, on va pas aller jusque-là quand même. Mais bien entendu, ça phagocyte d'autres missions. Bien d'autres missions. Alors, les forces mobiles sont employées sur des sécurisations juste de sécurité publique, comme disait Karim Zeribi, en banlieue ou sur d'autres villes de France. On n'a pas que les banlieues. Pour connaître Montpellier, où vous avez des demi-escadrons de gendarmes mobiles ou de CRS qui sont là pour de la sécurisation et pour la paix publique. Donc là, avec la sollicitation extrême qui sont les leurs depuis quelques semaines, bien entendu, il y a des pans de la sécurité publique qui sont abandonnés. On parlait également de transfrontières. Il y a un appui fort des forces mobiles en contrôle transfrontière. On ne peut pas être partout. Là, il faut se le dire. Et j'ose pas imaginer ce qui va se passer avec les événements sportifs qui nous attendent. Un 80e anniversaire du débarquement où mes collègues vont être sollicités. Donc, peut-être qu'on aura résolu le problème des retraites d'ici là. Souhaitons-le vraiment, parce que là, ça fait loin. Mais d'ici là, effectivement, la paix publique est abandonnée par les forces mobiles. C'est très grave ce que vous nous dites. C'est ce que je disais. Mes autres collègues, mais alors attention, c'est les vases communicants, c'est la force de, si je peux dire, des compagnies républicaines de sécurité et comme les gendarmes mobiles, c'est d'être multicarte, d'assurer la paix publique quand on en a besoin, de faire du contrôle transfrontière, voilà, c'est leur force à eux. Et bien heureusement, elles sont là. Mais le reste continue, la vie continue, et mes collègues dans les commissariats, aussi bien à la préfecture de police, doivent assurer le quotidien, la sécurité des Français, sans l'appui de ces forces-là. Bon, d'accord. Karim ? J'ai été habitué, je vous le dis, habitant les quartiers nord de Marseille, à voir des compagnies républicaines de sécurité, en sécurisation, ici ou là, en changeant de quartier, mais en faisant en sorte que la population puisse les voir, les sentir, être rassurée. Je les voyais, je les saluais, je leur disais, ça fait plaisir de vous voir dans les quartiers, j'espère que vous allez y rester. Mais aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, ils sont sur d'autres théâtres d'opérations qui ne leur permettent pas de sécuriser ces quartiers. Et c'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de familles, de gens qui sont peut-être livrés à des trafics plus qu'à l'accoutumée. Parce que même si on a les stupes, même si on a les services spécialisés qui continuent de travailler, la présence des CRS et des forces mobiles est une présence dissuasive, qui fait plaisir et qui rassure la population. Jean-Sébastien Ferjou.
Il faut continuer. Oui, je pense qu'il faut faire un bilan avantage-inconvénient, enfin que, en tout cas, le gouvernement devrait commencer à réfléchir de cette manière-là. Je vois que certains dans la majorité, d'ailleurs, le font. Certains ministres, à mots plus ou moins couverts, commencent à dire que ça commence, que voilà, les carottes sont cuites. Des députés le disent très ouvertement. Je voyais que même François Bayrou en venait à dire, d'ailleurs, ce matin, que l'hypothèse d'une médiation, savoir tendre la main aux syndicats, ce qui est quand même profondément différent de ce que nous dit le porte-parole du gouvernement ou de ce que nous dit Madame Borne en disant non, on ne veut pas discuter avec les syndicats de la réforme en elle-même. Donc moi, je pense que ça viendra de l'intérieur de la majorité parce que ce bilan avantage-inconvénient, plus on attend et plus la balance penche du côté des inconvénients pour le gouvernement. Quoi qu'on pense du fond de la réforme, quoi qu'on pense de la démographie française, de la nécessité de réformer ce régime-là, il y a un moment où ça n'a plus de sens, y compris économique, parce que pendant les Gilets jaunes, on était en haut de cycle économique. Là, on va droit vers la récession. Là, les contrats sont en train de s'essouffler dans beaucoup de secteurs de l'économie française. Donc, ça n'a plus de sens de mettre le pays à feu et à sang, et encore moins quand vous avez un trouble systémique qui s'installe. On en parlait tout à l'heure, vous faisiez référence à ce sur quoi alertait Henri Guénaud. Mais oui, nous en sommes là, regardez. Et il y a des choses, quand vous faites sortir la patte du tube à dentifrice, vous ne la faites plus rentrer. Les débats sur la nature du capitalisme, de nos institutions, la démocratie, bref, tout ce qu'on entend à l'heure actuelle, je ne suis pas certain que le gouvernement ait la légitimité ni la puissance politique suffisante pour y faire face. Je suis même assez certain de l'inverse, d'ailleurs. Un tout petit mot là-dessus ? Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, le gouvernement, pour l'instant, est impuissant face à ce mouvement, est impuissant. On tente de trouver une parade comme celle qui a été trouvée lors de la crise des Gilets jaunes. Certes, c'était une vaste opération de communication, mais le grand débat national qui a été organisé, qui n'a pas permis vraiment de donner la parole à l'ensemble de la population française, mais reste que voilà, ça a été une réponse qui a été apportée à un moment donné par l'exécutif, qui a permis dans une certaine mesure, d'apaiser les choses et de conduire à l'essoufflement progressif du mouvement des Gilets jaunes. Là, aujourd'hui, le gouvernement est impuissant. On cherche une idée lumineuse dans l'entourage du président de la République. On ne la trouve pas. Il paraît que tous les ministres sont censés donner des idées lumineuses. comme vous le dites au président.